choisi en fait. J'ai toujours refusé de me spécialiser parce que je trouvais ça tellement marrant d'assembler quoi. Je me suis aperçu qu'en fait dans cette posture-là, pour que tout rentre en musique, il faut s'assurer que ça communique quoi. Et c'est ça qui a déclenché en fait mes premiers pas de people management. Quand je fais des one-one avec les gens que j'ai la chance de manager, la première question que je pose quasiment tout le temps, c'est comment est-ce que tu vas ? Parce qu'en fait, s'il n'y a pas le je vais bien, et ben en fait, on peut rien construire parce qu'on construit sur du sable. Il y a le petit côté quand tu fails, tout le monde est au courant. Moi, je me souviens de ma mère qui m'a dit ah, mais il y a une de mes collègues au bureau, elle a essayé d'utiliser Mappy, ça marchait pas mardi dernier. Tu fais ouais, super. Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Eh bien, aujourd'hui, je suis en compagnie de Nicolas Elleringer. Merci d'avoir accepté l'invitation, Nicolas, CTO de Résilience. Bonjour Pierre, merci de m'avoir invité. C'est un vrai plaisir de passer du temps avec toi, de discuter des sujets qui vont être à l'ordre du jour aujourd'hui dans cet épisode. C'est un plaisir partagé et je commence l'épisode comme c'est souvent le cas quand on a été mis en relation par faire un petit coucou à Antoine Bull, qui est CTO, co-founder de The Edge et que j'avais reçu sur le podcast, qui nous a mis en relation. Et voilà, un petit coucou et un remerciement. Et c'est vrai que quand j'avais vu ce que tu faisais, le dernier choix que tu as fait il y a quelques temps maintenant avec le projet Résilience, qui est un projet très orienté médical, vie du patient, je me suis dit que ça ferait un épisode assez sympa parce que c'est un sujet qui, je pense, nous touche tous de près ou de loin d'un point de vue de nos proches ou amis, et on en parlera un petit peu plus en amont, mais avant d'arriver jusqu'à Résilience, est-ce que tu peux te présenter? On va revenir sur quelques épisodes forts de ta vie, ta carrière. Ça marche. Alors, je m'appelle Nicolas Elleringer, je suis effectivement le CTO de Résilience, boîte qu'on a cofondée à 4 il y a quasiment 2 ans, en février 2021. Avec Céline Lazorte, Jonathan Benamou et Mathieu Pozza, qui est une boîte qui fait du logiciel dans le monde de l'oncologie. Donc, on fait des logiciels qui aident les patients et les équipes de soins à s'organiser. Moi, aujourd'hui, j'ai 46 ans. Ça fait un peu plus de 20 ans maintenant que je travaille dans cet écosystème tech et organisationnel, managérial, projet. J'ai fait quelques boîtes dans ma carrière, pas tant que ça, mais des moments à chaque fois assez forts, beaucoup d'implications dans le projet et dans la construction d'entreprise. Alors ça peut être soit de l'entreprise elle-même, soit d'une partie, soit d'équipes à l'intérieur de choses plus grandes, mais c'est vraiment ça qui a caractérisé aujourd'hui mon envie, et là où je prends mon plaisir, c'est d'assembler des groupes de personnes pour atteindre des objectifs dans un contexte relativement tech, quoi. Donc j'ai fait Antoine, que tu citais tout à l'heure, est un camarade d'école d'ingé. C'est là que j'ai rencontré ma femme qui est aussi CTO, donc ça fait une petite bande de potes. Le monde est très petit, du coup, pour le coup, ça remonte à il y a 20 ans. C'est ça, c'est juste que c'était il y a longtemps, mais ça a créé des relations, des unions et des amitiés très fortes qui durent. Et puis, diplôme d'ingénieur en poste, j'ai cherché ma première boîte. Et puis, j'ai eu plusieurs opportunités, dont rejoindre des startups de gens que je connaissais, ce qui en 99-2000 était un peu nouveau, quoi. Et puis, comme un bon élève bien éduqué, sous la pression familiale, papa, maman, tout ça, j'ai rejoint une grande banque française. Ça a été mon premier poste, premier CDI. Dit comme ça, on sent que c'est pas la passion, quoi. En fait, si, parce que j'avais fait mon stage de fin d'études dans une autre grande banque française, dans une salle de marché où j'aimais bien l'ambiance pulsée, très projet, quoi. Il y avait des trucs à faire, on s'y collait. Il y avait une ambiance très collaborative, vraiment focalisée sur il y a un job à faire, on le fait tous ensemble, on s'organise, il y a de l'échange, il y a du respect et tout, c'est tout. Et puis en changeant d'entreprise pour des
des problématiques de staffing dans le bateau 1. Le bateau 2, c'est arrivé beaucoup plus plan-plan, on va dire. Et donc, ça n'a pas vraiment rencontré mes aspirations de jeune diplômé qui ont envie de bouger les choses. Et donc je suis pas resté au-delà. J'ai quasiment fait ma période d'essai en entier. Et puis après, j'ai dit, j'ai besoin d'un truc qui bouge un peu plus, quoi, en gros. Et donc là, je suis revenu voir des gens qui m'avaient dit, reviens bosser avec nous 6 mois avant. J'ai rejoint Pierre-Antoine Durja, Nicolas Gagnez et Gabriel Viellard, qui avaient fondé une société, une start-up vraiment, qui s'appelait à l'époque Société de numérisation de ville. Et je devais être dans les 6-7e employés, enfin moins de 10, quoi, en gros, la structure. Et le projet de la société, c'était de prendre les grandes villes en photo, bâtiment par bâtiment, avec des photographes à pied, des appareils photo numériques, les premiers de l'époque, quoi. Donc c'était des trucs qui font 10 fois la taille de ton téléphone aujourd'hui. Google Street View, quoi. Ouais, alors vachement en avance, quoi, parce que c'était 7 ans avant que Street View débarque, et puis surtout avec une approche avec des photographes, donc des gens qui se déplacent à pied, qui prennent bâtiment par bâtiment, qui détaillent, tu vois, adresse par adresse et tout, pour faire un inventaire photographique de la ville, et qui avait une vocation pas que guidage ou tourisme et tout ça, mais aussi avec des clients comme des administrations qui gèrent du mobilier urbain ou qui gèrent genre les HLM de la ville de Paris, tu vois. Donc pour avoir un inventaire et tout. Alors il se trouve que moi j'ai rejoint ce projet-là, SNV, avril 2000, 1er avril 2000, pour le plaisir de faire la bonne blague. Et puis en fait, la boîte a été rachetée par le groupe France Télécom, parce que le premier client c'était Page Jaune, pour vraiment accélérer la partie web de Page Jaune, la transformation vers le web de Page Jaune à l'époque. Et on a été mis dans ce qui s'appelait une branche de Wanadoo qui s'appelait Wanadoo Portail, où ils mettaient un petit peu toutes les startups. Toi, t'arrives en avril et c'est racheté quand ? Septembre 2000, de tête. Genre 6 mois avant la bulle Internet qui fait avant pop. que ça se... Timing de fou, quoi. Et assez fou parce que on a eu les coups des franges pour faire les ambitions du groupe. Donc on a fait, je sais plus, une dizaine de villes en France. On a fait pareil en Espagne pour aider le démarrage de coupdescoups.com, qui était l'annuaire équivalent en Espagne. Et puis à la croisée des chemins, on avait une petite compétence cartographique, ingénierie technique cartographique pour la gestion du découpage des zones, pour dispatcher les photographes, pour qu'ils aillent prendre les différents buildings. Et puis sur un proto, sur un coin de table, Pierre-Antoine avait fait de la carte au flash. À l'époque, flash était une technologie vectorielle montante intéressante. Et puis on en avait fait un prototype avec Page Jaune, un truc qui s'appelait Paris.plan Resto. Donc c'était une recherche géographique dans un plan dynamique sur le web en 2000-2001. Un truc, un ovni, quoi, ça n'existait pas. Et donc ça marchait, on faisait des projets rigolos comme ça. Et puis un truc rigolo aussi, c'est que dans Wanadoo Portail, il y avait une entreprise qui s'appelait iti.fr, qui était donc une filiale de France Télécom. À l'origine, iti, ça s'appelait la prévention routière itinéraire. Donc c'était de tête, une joint venture entre le ministère des Transports et France Télécom pour faire sur Minitel des itinéraires et des plans. Alors des plans sur Minitel, c'est un Sur Minitel ? Ouais, sur Minitel, 3615 iti. Très très gros service du Minitel, pour les notes de frais en particulier. Et E.T. était en train de faire sa conversion vers le web. Alors ils avaient déjà commencé depuis un moment, mais surtout ils passaient vers un objectif européen et se transformaient en Mappy.com. Sauf que... la genèse de Mappy, c'est... La prévention routière, ouais. D'accord, ok. Ouais. Donc la prévention routière, c'était de s'engager en disant faire des sites web, c'est pas notre job, quoi, à raison. Et puis, les technos de l'époque avaient du mal à passer à l'échelle. Et donc là, coup de baguette magique de Nicolas Dufourc, donc président de Wanadoo à l'époque, qui aujourd'hui est président de la BPI, et qui a dit aux deux boîtes, vous êtes dans le même secteur, là, il y a des gens, ils ont une techno flash rigolote de plan, machin, faites quelque chose ensemble. Alors, j'ai pas beaucoup d'expérience de faites quelque chose ensemble de deux boîtes avec 2 comités de direction, 2 PDG, 2 directeurs techniques et tout. Et globalement, au bout de 6 mois, il ne s'est pas passé grand-chose. Et le projet a été confié plutôt côté SNV, qui a fait effectivement une plateforme nouvelle qui est sortie
qui est sorti, je parlais tout à l'heure de mon mariage il y a 20 ans, mais qui est sorti le jour de mon mariage en fait. C'est-à-dire qu'on a sorti une plateforme qui devait être synchro avec le rebranding de Wanadoo. Alors attention, là je parle de choses que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais à une époque, Wanadoo était brandé en bleu avec une espèce de W avec un rond. Et après, Wanadoo, qui n'existe même plus, a été rebrandé en framboise. Et on devait sortir un super site de carto avec le branding de Wanadoo. Et donc cette mise en prod s'est faite le jour de mon mariage. Et t'étais d'astreinte ? Alors j'avais un témoin de mariage qui au dîner toutes les 5 à 10 minutes s'éclipsait directement. Je le regardais un peu inquiet et il me faisait des yeux genre non tout va bien et il allait prendre son téléphone pour voilà. Donc oui, ça s'est bien passé, c'est une mise en prod, c'est machin, mais voilà, c'est ce qui a lancé entre guillemets la nouvelle génération de Mappy.com en carto flash, qui a fait les beaux jours de cette société. Donc comme j'ai dit, moi quand je rejoins on est moins de 10, 7 ans plus tard quand j'en pars, la société doit faire 150 personnes, la direction c'est technique, peut-être la moitié, et puis moi j'étais directeur technique adjoint de la partie plutôt back, database, réseau, infrastructure et service carto quoi. Donc une aventure assez incroyable, 7 ans. Beaucoup de trucs techno avec des arrachages de cheveux sur des trucs. Pour le coup, t'es resté l'homme de la situation 7 ans dans une boîte qui se transforme année après année. Alors, une bonne remarque. L'homme de la situation, pas de toutes les situations, mais d'une certaine partie, oui. Pour le coup, j'ai jamais. C'est le démarrage de ma carrière qui m'a fait que j'ai jamais choisi en fait entre le dev. Backfront, entre le réseau, un petit bout d'infra, la base de données, installer des firewalls, configurer des trucs et tout. J'ai toujours refusé de me spécialiser parce que je trouvais ça tellement marrant. De tout faire. Alors tout faire, d'assembler quoi. Ouais. Voilà, d'être truc. Et je me suis aperçu qu'en fait, dans cette posture-là, la bonne compréhension et la bonne communication avec les êtres humains était le truc le plus important par rapport à tout le reste. C'est-à-dire que respecter les expertises de chacun, c'est important. Mais à la fois, pour que tout rentre en musique, faut s'assurer que ça communique, quoi. Et c'est ça qui a déclenché en fait mes premiers pas de people management et de chef de projet d'abord, puis ensuite de people management. Et c'est vraiment là que j'ai appris avec les équipes en place, avec Pierre-Antoine qui était directeur technique quasiment jusqu'à la fin quand j'y étais. On s'est construit autour de cette expérience-là beaucoup, enfin en tout cas moi beaucoup, lui je sais aussi, pas que sur ces aspects-là, mais voilà, ça a été une école après l'école, d'un projet, et le fait que le projet grandisse en même temps que nous on apprenait, moi je trouve, tout comme moi que j'apprenais, c'était fou quoi. Donc le projet grandissait en même temps que toi, j'imagine tu t'es pris quelques murs quand même ou... Ouais, je me suis pris un bon mur à la naissance de mon fils en 2005, où tout d'un coup l'équilibre vie pro et vie perso a déboulé dans tout ce beau tableau. Avec beaucoup de bonheur, il passe son bac cette année, je le salue, bonjour Nathan. Mais ça a permis d'apprendre que à fond, ça marche pas tout. Enfin, c'est pas un modèle. Alors le mot m'échappe en français, mais sustainable, tu vois. Faut pouvoir vivre avec la vraie vie des gens en fait, parce que le travail c'est bien. Et donc ça a venu rajouter une couche ok, comment on fait en sorte que les gens ils aient des bonnes conditions au boulot comme à la maison, et en fait c'est lié les deux, même si tu dis, moi je me fais rigoler quand j'entends des boîtes qui disent genre mais non, chez nous on veut pas du tout savoir le côté perso des gens parce que ça n'a rien à faire ici, tout ça. Tu dis ouais, mais en fait c'est la même personne dans le même corps avec la même tête. Et donc ça m'a appris aussi ça, perso, et puis à être plus à l'écoute des autres. Donc ça a été aussi une belle aventure humaine. Alors il y a eu d'autres épisodes après qui ont renforcé ça, mais ce timing là il est aussi tombé au bon moment pour moi, pour dire genre ouais, en fait on peut pas être que la tête dans le guidon soi-même et pour les autres. Donc ça a beaucoup structuré, je pense, a posteriori, enfin on analyse posteriori ce que je suis et la façon dont je regarde comment les gens interagissent dans leur boîte, quoi. C'est hyper important. Tu veux dire que la naissance de ton fils a influé sur ta manière d'appréhender ton organisation ? L'organisation, je suis pas sûr, mais celle que je mets en place, mais surtout le rapport avec les gens. C'est-à-dire d'être beaucoup plus à l'écoute quand je fais des one-one avec les gens que j'ai la chance de manager, la première question que je pose quasiment tout le temps, c'est comment est-ce que tu vas ? Parce qu'en fait, s'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas je vais bien, je suis à l'aise, j'ai pas de problématiques sur lesquelles l'entreprise peut aider, ou j'ai pas... Et en fait on peut rien construire parce qu'on construit sur du sable. Et avoir cette ouverture-là, cette franchise-là, je pense que c'est vraiment devenu un de mes axes essentiels
de communication avec les gens, en disant genre, est-ce que tout va bien? Est-ce qu'on peut commencer à bosser? Est-ce que tu es dans un bon contexte? Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? Moi, la boîte et tout? Non, tout est bon? Ok, maintenant on peut parler des projets. Et c'est marrant parce que cette approche-là, elle est venue à un moment donné où toi, tu étais en déséquilibre. Bah, en fait, Où tu as pris conscience d'un déséquilibre et qu'il fallait retrouver un équilibre. Enfin, tu as le perso qui est bousculé, qui bouscule un peu le pro, et donc tu prends conscience que c'est important pour toi d'en retrouver un et que c'est important pour les gens avec qui tu bosses, quoi. La naissance d'un enfant, en tout cas la façon dont moi j'ai eu de l'appréhender, c'est-à-dire d'être impliqué, présent et de le vivre pleinement, à une époque où on n'avait pas en paternité autant de temps qu'aujourd'hui, et ça a bien changé, ça c'est cool. Merci Céline. On en reparlera. Ouais, ça s'impose à toi, quoi. Tu vois, tu peux pas faire comme si rien n'avait changé, parce que c'est pas vrai, parce que c'est pas le cas. En tout cas, moi, c'est inenvisageable. Et donc de le vivre soi, ça fait prendre vachement de recul. Bon, ça te fait perdre des heures de sommeil de façon assez franche, donc tu es obligé de prendre de recul. Quand tu es en train de faire ta mise en prod, enfin ta correction de bug, parce qu'il y a un problème en prod à 2h du mat, tout en donnant le biberon avec le gamin sur les genoux, oui, ça remet en perspective 2-3 trucs. Non, mais au-delà de l'image d'Épinal un peu forcée, ouais, tu te dis, bah, si moi ça m'a fait comme ça, et que la boîte a été là pour moi, parce qu'ils l'ont été tous, mon manager, les RH, la direction et tout, en disant genre, bah, il faut que ça se passe bien, parce que si ça se passe pas bien, forcément, on peut pas rien construire. Ouais, ça m'a vachement aidé à grandir. Ouais. Ok. Et d'autres moments forts dans cette expérience, du coup? Bah, il y a la partie scale. Donc la partie scale sur 2 axes, les équipes techniques, enfin les équipes qu'il faut organiser. Donc passer de... moi, quand j'arrive, je suis le 2e développeur. Donc, quand t'es 2, c'est facile. Tu prends un café, dans le bureau à côté, tu te parles tout le temps. Quand tout d'un coup, tu te retrouves 4, c'est plus la même. Puis l'année d'après, 8, 16, 32, tu dis, attends, moi, les puissances de 2, on m'a appris un truc, c'est que ça devient très vite très compliqué. On arrivait sur une boîte de 150 de tête, on était 70, 75, 60, 80 peut-être au max. Je peux pas forcément les chiffres exacts en tête, ça commence à faire. C'est ça d'être vieux, s'y était il y a longtemps. Mais tout d'un coup, tu te dis, ok, ça s'organise. Donc ça, il y a le people. Et puis après, il y a être responsable d'un site B2C, donc exposition grand public. Ah ouais, dès que ça marche pas, oui, ça se voit, quoi. Alors, dès que ça marche aussi, ça se voit. C'est-à-dire que tous les lundis matins, les gens ils reviennent de week-end. Qu'est-ce qu'ils font le lundi matin au bureau, à la pause de midi? Ils préparent leur itinéraire pour le week-end d'après. On avait une pointe de charge absolument la temporalité, c'était le lundi? Lundi matin à 11h45, juste avant d'aller déj. Ah ouais, c'est incroyable de... Surprenant. Ouais, je trouve ça très surprenant. Il y avait assez peu de à l'arrache le vendredi, contrairement à ce qu'on peut prendre. Et il y avait aussi tous les pros qui organisaient leur tournée pour la semaine. Enfin, tu vois, on n'a jamais su exactement, puisqu'on a moins de moyens de tracking qu'aujourd'hui. Mais il y avait de la charge, et puis ben, tu deviens, on a été, alors je sais plus si c'était en 2004 ou en 2005, on était 5e site, 4e site d'audience en France, quoi. Donc à l'époque, 1 million de visiteurs uniques par la journée. Ben, déjà c'était exceptionnel, et puis d'un point de vue technologique, l'infra qu'il a fallu mettre en place, les problématiques de charge, de multiplexage, de load balancer, des trucs, ouais, on a eu des problèmes tôt que à l'époque peu de gens avaient à cette échelle-là, quoi. Donc ça t'apprend le métier à la dure. Plus la gestion des bases de données géographiques, où à l'époque, avoir des téraoctets de... C'était quoi les bases de données de l'époque? C'était de l'Esri aussi, ou c'était autre chose? Alors, notre principal fournisseur, c'était Téléatlas, qui a été racheté par TomTom aujourd'hui. D'accord. Et le concurrent historique, c'était Navtech, oui. Qui a dû faire partie de la galaxie de Nokia. J'avoue, plus dans le milieu, j'ai un peu perdu trace de où les boîtes ont atterri chacune, mais je sais que Nokia avait racheté Navtech à une époque. Bon, voilà, il y avait 2 fournisseurs principaux. Il y en avait des plus petits, plus spécialisés sur certaines zones géographiques qu'on assemblait. Mais le grand, c'était Téléatlas, qui nous offrait une couverture mondiale. Et puis tu te tapais tes CD, puis tes DVD. Tu en avais une pile de 40.
et puis tu les téléchargeais, et puis tu les mettais sur ton serveur, et tu mettais ça dans, à l'époque, le seul truc qui faisait du spatial à l'échelle, à savoir Oracle. Et c'est des grosses bases de données Oracle, ouais, c'est assez lourd. Donc il y a cette échelle back-office, il y a l'échelle front à gérer, l'échelle de personnes, et puis il faut que les trois soient de concert pour que la techno marche, pour servir un truc que les gens viennent bourriner le lundi matin à 11h45, quoi. Donc ça apprend le truc. Il y a le petit côté, quand tu fails, tout le monde est au courant. Moi, je me souviens de ma mère qui m'a dit ah, mais il y a une de mes collègues au bureau, elle a essayé d'utiliser Mappy, ça marchait pas mardi dernier. Tu fais, ouais, super. Ça te rend dingue. Ça te rend dingue quand. Alors, il y a un truc qui m'a rendu le plus dingue, et qui à la fois m'a fait mourir de plaisir et qui m'a rendu dingue, c'est on allait chez les grands-parents de ma femme à Saint-Germain un dimanche. Et il y avait une voiture devant moi qui arrêtait pas de s'arrêter, qui avançait pas dans la rue et tout ça. J'étais là, genre, mais qu'est-ce qu'il faut et tout ça, machin. Puis à un moment, j'arrive à dépasser, et là, je m'aperçois qu'en fait, la personne est en train de chercher son chemin avec un plan Mappy à la main imprimé pour trouver la bonne rue. Et je suis passé de qu'est-ce qu'il faut à punaise, je suis trop fier, mon boulot, il sert à des gens. C'était génial, quoi. Donc ça c'est les deux faces d'une même pièce, hein. C'est à la fois une exposition médiatico, pas le droit de fail, challenge hyper fort, et puis effectivement, quand tu dis à n'importe qui qui a vécu dans cette période-là, oui, j'ai travaillé chez Mappy, j'ai participé à cette partie-là, les gens savent de quoi te connaissent, quoi. Et alors, ce qui est marrant, c'est que maintenant, ça fait quelques années maintenant que la boîte a vécu plus sans moi qu'avec moi. Et donc, en fait, je perds un peu le lien. C'est-à-dire que j'ai un lien avec une boîte qui n'existe plus, qui n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui. Les gens qui en ont fait ce qu'ils en ont fait là ont fait un travail formidable, je trouve, avec vraiment une évolution du site super. Mais j'ai moins cet attachement-là c'est notre bébé, notre projet qu'on a fait à l'époque, quoi. C'est assez bizarre. Que tu as dû avoir pendant un petit moment après être parti, quand même. Oui, ça a été un lien très très fort. Et puis les gens qui ont fait partie de cette aventure-là, on garde des liens relativement forts. Tu disais tout à l'heure, on n'est pas câblé pour gérer les puissances 2. C'est à quelle puissance 2 que ça a été le plus dur? Le gap a été de 16 à 32, de 8 à 16, où tu t'es dit, waouh, c'est dur là. Le gap le plus difficile, il y a 2 paliers. Alors, on va retrouver des notions de changement d'échelle en termes de management, d'engineering management, qu'on trouve dans un bouquin qui s'appelle The Manager Path, Camille Fournier. Très bon. Ouais. Et la première étape, c'est devenir chef d'équipe. Tu pilotes des gens qui font des choses. Deuxième étape, enfin, c'est pas une étape, c'est deuxième chose qui arrive dans l'accroissement du nombre que tu décris, c'est je dois devenir manager de gens qui sont chefs d'équipe, qui eux-mêmes pilotent des gens, et je dois coordonner ça avec le produit. Et puis l'étape d'après, c'est je manage des managers qui imaginent, alors là tout d'un coup c'est compliqué. En fait, c'est pas tellement le nombre absolu de gens. Après, moi j'ai toujours mis à cœur de connaître les gens, au moins, tu vois, savoir mettre un prénom sur un visage. Alors j'ai une très très bonne mémoire des visages. Ça va très bien. Et des prénoms? Pas du tout. Alors je suis, voilà, ça me demande beaucoup de travail. On revient là avec Résidence, on était en team building la semaine dernière, et ça me tenait à cœur de savoir qui étaient les gens, leur prénom, quelle était leur fonction dans la société. Et quand tu commences à être 74 en team building, 74, c'est pas si simple que ça, surtout quand tu es en remote et tout. Donc, mais voilà, donc les problématiques, c'est ça, c'est la structure, l'organisation, donner du temps, de l'attention en temps suffisant, en volume suffisant à chacun, parce que chaque personne mérite, a le droit, entre guillemets, d'avoir de l'attention, qu'on s'intéresse à son cadre de travail quotidien, d'évolution, de perspective, lui donner le bon cadre, la bonne communication pour qu'il ou elle donne son meilleur, quoi, qu'il soit performant pour la société, évidemment, mais d'abord parce que c'est cool d'être bien dans ses basques au bureau et de faire un truc utile. Quand c'est pas le cas, et ça a pu m'arriver, c'est vite très destructeur, moi, de ma motivation et de mes trucs, et de mon envie d'aller de l'avant. Et donc ça, j'estime que c'est hyper important. Et donc moi, pour ces raisons-là, je crois pas à l'idéal de l'organisation flat, tu vois. Moi, je sais qu'il y a des entreprises américaines ou françaises où les gens se disent genre, je suis un super manager, j'ai 25 reports. Et je fais,
Advanced Report, combien de temps tu consacres à te plonger mentalement dans l'univers de chacun? La réponse, c'est pas assez, forcément. Et donc, moi, j'estime que c'est pas faire bien son boulot, mais c'est une conception très personnelle, tu vois. Et donc, plus que de regarder est-ce que c'est 32-64, c'est est-ce que tout au long du chemin, au fur et à mesure de l'évolution, les gens ont eu le bon cadre, la bonne communication, la bonne attention, ce qu'il fallait pour être un bon être humain dans une condition de travail, tu vois. Et je suis sûr que j'ai moi-même ou dans l'organisation de Mappy de l'époque pas tout fait bien, évidemment, hein, mais je pense qu'on s'en est pas trop mal sorti parce qu'il y a eu beaucoup de relations qui ont duré longtemps et qui durent encore, quoi, tu vois. Alors on se voit pas tous les 4 matins non plus, mais recroiser des gens de cette période-là, c'est souvent très 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 souvent une bonne vibe, et je pense que c'est un bon indicateur, tu vois, 15 ans après. Rien à enfin si, un peu à voir. Ça a l'air d'être important pour toi d'être vraiment à l'écoute. Tu commences tes points par comment tu vas. Ouais. Est-ce que ça t'est arrivé à des moments, peut-être au moment de la naissance de ton fils ou à d'autres moments, de te dire merde, personne, de te dire moi en tant que manager ou tout en haut, on me demande jamais moi comment ça va? Alors, au moment de la naissance de mon fils, ça s'est super bien passé, puisque pour le coup, l'encadrement, Pierre-Antoine, qui est quand même un grand ami, et quelqu'un avec qui j'ai fait une douzaine d'années de travail sur un peu plus de 20, donc voilà, un élément majeur dans ma vie professionnelle, et plus, bien plus même. Ils ont toujours été à l'écoute. Lui, la boîte, les RH, enfin voilà, une équipe fantastique. Et donc, et puis pour la naissance de Nat, pour la naissance de mes 2 filles après aussi, j'ai toujours eu ce cas. Et en fait, pour revenir à ta question, il y a eu des moments où je me suis pas senti à l'écoute, où j'avais pas l'impression d'être, tu vois, un peu tout seul, ce qui arrive, hein, et ce qui est normal à un moment quand tu es engineering manager avec 15 ans d'expérience, les gens te disent je suis pas ton papa, je suis pas ta maman, les problèmes ils sont compliqués, ouais, ils sont un peu pour toi, tu vois. De côté, je remonte genre c'est dur de travailler avec machin à l'autre bout de la boîte. Tu fais ouais, non, mais c'est un moment, je me souviens très bien du CTO de Criteo, donc Dan Theodosiou, qui très justement, et qui m'a fait beaucoup grandir à ça, en disant genre tu pars toi-même sur certains sujets, mais à côté de ça, voilà, quand ça a été, c'est plus compliqué parce que t'es malade, t'es crevé, t'es machin. J'ai souvent, la plupart du temps, eu à affaire à des gens qui étaient très à l'écoute en disant genre, tu as un peu la même vibe. Céline, Jonathan, Matt sont pareils. Les gens avec qui j'ai bien aimé travailler. Donc ça m'est pas arrivé souvent. Par contre, quand je me suis senti effectivement pas soutenu, tu vois, naissance de ma fille juste avant le Covid, le distanciel et tout, là c'était plus compliqué. Généralement, voilà, ça a amené des changements, quoi. Ok. Ça marche, donc du coup, Mappy, quand même une belle tranche de vie. 7 ans, de avril 2000 à septembre 2007, 7 ans, un peu plus de 7 ans, tranquille. Et alors du coup, après cette expérience avec du scale, avec pas mal de problématiques techniques, tu fais un petit passage par 118.0.0.0 et puis tu te lances dans une nouvelle grande page complètement différente, quoi. Ouais, Nova Codex, ça a commencé en 2008. Je me souviens d'un déj avec Pierre-Antoine, donc je retrouve... et on est tous les deux plutôt dispo à faire un nouveau truc. Et on se dit, tiens, on ferait pas une boîte. Et puis en 2008, octobre... Ça se passe comme ça, les coulisses? Ouais, c'est un déj. C'est marrant parce que Nova Codex, ça a commencé avec un déj et ça a fini avec un déj, 5 ans plus tard. Et on parlera du déj de fin après. Mais le déj de début, c'est lui, il avait fini ce qu'il avait à faire dans les boîtes qu'il avait fait après Mappy. Moi, 78, j'avais un peu fait le tour et tout. Donc voilà, on se dit, tiens, on n'en serait pas un truc. Et pile où on se demande ça, il y a crise des subprimes. Terreur dans le monde, ça va être la crise, ça va être compliqué, plus personne veut bosser. Conséquence, les porteurs de projets qui veulent lancer une boîte, une start-up, une idée, un nouveau truc et tout, pour trouver des équipes techniques pour démarrer leur projet, à sec. Mais vraiment, plus personne voulait bouger. C'était vraiment une crise du recrutement ou de la dynamisme sur ces projets-là. Et en fait, de cette crise, on en a fait une opportunité, puisqu'on a monté ce qui s'appelait Technoforge à l'époque, et puis qu'on a changé de nom en Nova Codex, parce qu'en termes d'IP, c'était compliqué.
Choisir des noms, c'est l'enfer. Je déteste ça. Le marketing, c'est vraiment mon truc. Mais donc, on démarre et en fait, on se dit, on va faire ce qu'on a bien fait ensemble chez Mappy. Moi, chez 118. Pierre-Antoine, il avait fait café.com. Et puis, dis-moi où, de tête. C'est démarrer les trucs, quoi. À deux, on sait bien faire. On sait constituer une équipe petite, efficace à Lille. Puis Antoine parlait toujours du mode commando avec le spécialiste de la communication, l'éclaireur, le machin. Là, c'était lui, il est plus dev produit, moi je suis plus dev infra. On a recruté des devs, un designer et tout. Puis on a prospecté. Alors les fonds d'investissement qui eux voient les projets démarrer et se disent comment on les fait. Et par réseau dans cet axe-là. Pour trouver les projets, là, c'était, ça allait être, tu vois, une de mes questions, c'est pas évident quand même d'arriver et dire bonjour, je peux vous aider à mon. Vous avez une idée, on va le faire, on va vous aider à le faire. Alors, je sais pas si c'est si difficile que ça, enfin si c'est pareil aujourd'hui, enfin si j'en ai une petite idée, on pourra en discuter, mais à l'époque, en fait, les fonds d'investissement, ils avaient des gens avec des projets, ils voulaient lever des fonds, et ils disaient, mais où est votre associé technique? On le cherche encore. Et donc, en fait, à cet endroit-là, pour le coup, c'est Pierre-Antoine qui avait plutôt la connexion avec ces trucs-là, puisque c'était lui, en tant que fondateur dans SNV puis Mappy, il avait été connecté à ce milieu-là, il a toujours bien... Mais du coup, votre objectif, c'était aider à monter les choses ou c'était également vous associer dans les projets? Alors, on avait décidé au début que ce qui nous plaisait le plus, c'était les démarrages de projets, parce que les quelques expériences qu'on avait fait après Mappy nous avaient montré que une fois que le truc était monté, généralement, c'était plus plat après, tu vois, le temps que ce truc s'installe. Une fois que le product market fit est déjà là, que la version 1 est lancée, faire en gros, c'est ce qui m'a fait moi partir de chez Mappy, c'est à la 3e fois qu'on te dit on va faire la version 2 de Mappy, tu dis ouais c'est bon, j'ai un peu fait le tour de la question. Et c'était plutôt le côté différence, nouveaux projets, innovation, nouveaux secteurs, découvertes et tout, ça c'est fabuleux quoi. Et donc on a fait ça une douzaine de fois dans Nova Codex en 5 ans, avec des formats très différents. Pierre-Antoine a été sur l'incubation, très impliqué dans l'incubation de Travelcar, qui a été racheté par le groupe Peugeot. On a démarré un réseau social dans le monde de l'investissement entre ce qui s'appelle les Limited Partners et les General Partners. Je vais faire court entre les fonds et les fonds de fonds. Donc le fonds souverain du Canada qui va mettre X millions d'euros dans le fonds Ventures 2 de n'importe quel fonds qui est avant l'investissement. On a intervenu sur des grands comptes, sur d'expertise technique, de bases de données. Enfin, tu vois, on a fait quand même un petit bout de chemin avec des boîtes qui ont survécu, pour la plupart, ce qui est plutôt une satisfaction 10 ans après. Mais vraiment, c'était ça qui nous intéressait. C'était de venir dans un contexte, donner le coup de main au démarrage ou au redémarrage d'une activité technique, aider à structurer avec des trucs agiles, pas que avec la méthode, mais aussi en termes de techno, recruter les bonnes personnes, parce que quand le projet il démarre déjà un peu, entre recruter ton premier dev où il n'y a rien... Tu recrutais les bonnes personnes pour Nova Codex? Les deux. En fait, nous, on avait notre équipe de démarrage qu'on voulait forcément resserrer. On voulait pas être 50. On voulait vraiment être force coup de poing démarrage. Vous vouliez être... Enfin, il y avait une volonté de ne pas être nombreux. Oui, tout à fait. Vous aviez mis un chiffre, vous aviez dit on veut pas être plus de... Vous êtes... Plus de 7, c'est compliqué, parce qu'après, il faut partager la pizza, quoi, tu vois. D'accord, ok. C'est une question de communication. Quand t'es 7, 6, 7, 8 max, il y a assez peu de problématiques de com. Quand t'es 12, 15, déjà, c'est d'être 2 équipes, coordonner, machin. Donc nous, on voulait vraiment être dans l'efficacité. Et donc on a recruté pour nous, et on a recruté aussi pour créer les équipes techniques des boîtes qu'on a aidé à démarrer techniquement, pour qu'elles aient une vie après nous. Parce que sinon, si tu fais pas ça, tu restes avec le projet, et c'était pas le projet, le nôtre en tout cas. J'ai l'impression que cette expérience-là, c'est une expérience où tu te dis, en fait, c'est quoi que je kiffe faire, et je l'assume, je vais jusqu'au bout, et je ne ferai que ça, quoi. Complètement. C'est le projet, c'est le propos, le pitch du déj qu'on a fait en octobre ou novembre 2008 avec Pierre-Antoine, en disant genre, ok, où est-ce qu'on est bon, où est-ce qu'on a... Il y a aussi un raisonnement de où est-ce que j'apporte ma valeur ajoutée maximum. C'est-à-dire que le temps que j'ai dans une boîte, comment je fais en sorte que toutes les actions que je fais soient sur le chemin critique de la boîte et apportent beaucoup de valeur. Et ça nous a plu de faire ça. Et en fait, c'est la contraposée qui a amené la fin de la boîte. Ah franchement, si tu l'avais pas amené, il aurait fallu que j'y arrive, parce que...
Pourquoi ça s'arrête? Ouais, Pourquoi ça s'arrête? Parce que tout d'un coup, début 2013... on se fait une bouffe. Alors, non, on y arrive. Fin de la crise des subprimes, en gros, le fluidité de revenus, plus compliqué de trouver des projets intéressants, marrants, un peu spécifiques, où il y a tout à faire et tout. On fait moins appel à nous parce qu'en fait, ça se passe mieux sur la constitution des équipes et on se retrouve à faire des projets où on prend moins notre pied, quoi. On se dit genre, voilà, machin. Et donc, on a le deux choix. Soit on se dit, on devient une SS2I normale, c'est-à-dire que le petit hiatus, machin, on grandit. Soit on s'arrête là, on a un petit trésor de guerre, pas fou, mais voilà, parce qu'on a bien fait notre travail avant, et en fait, on se fait un déj, on fait un bilan de trimestre 1 2013, et on se dit, est-ce que tu as envie de continuer? Si c'est pour grandir et de ça, non, c'est pas le projet, c'est machin, toi, non, ok, on plie les gaules, on trouve des projets pour chacun, il se trouve que Pierre-Antoine a pris la direction d'une boîte qu'on avait aidé à démarrer, qui s'appelle toujours Adventory. Il y a des devs qui ont été embarqués dans différents projets, dont Travelcar. Voilà, tout le monde a trouvé des postes marrants, sympas, post-CTS-là. On a payé des primes et de départ et de fin de façon très, très propre à tout le monde. Et c'était une belle aventure, et on ne voulait pas que ça devienne une pas belle aventure. C'est-à-dire que si on s'était arrêté 6 mois plus tard, on n'aurait pas fait quelque chose qui nous aurait botté et qui nous aurait fait grandir en tant que personne. On aurait cramé un peu de cash parce que les projets étaient moins valorisants et intéressants, et on n'aurait rien gagné dans l'histoire, quoi. Donc je pense qu'on... Vous êtes arrêté au bon moment. Toujours difficile de savoir si tu t'arrêtes au bon moment ou si c'est légitime. Mais... Tu t'es pas dit j'ai fait 6 mois de trop, quoi. Non. C'est plutôt le bon moment. Peut-être alors. un trimestre. Mais... ouais, moi ça va. Et donc cette boîte a commencé sur un déj et a fini sur un déj, quoi. Et voilà. Et l'histoire rigolote de mon point de vue, c'est... j'enchaîne après en fin d'année 2013 chez Criteo. Et en fait, c'est en sortant de ce déj de fin de Nova Codex où je me dis, Pierre-Antoine, il y a un poste, les autres, on sait à peu près où on peut les aider à trouver machin. Je dis, moi, qu'est-ce que je fais? Et puis, j'ouvre LinkedIn, je regarde job sur la région parisienne, dans mon secteur, project management, un peu, Jack of all trades, là, le fameux nœud au milieu de j'ai pas choisi ma spécialité. Et je clique postuler sur le premier job qui est en haut de la liste. Mais vraiment, je dis, allez, on va en faire un, comme ça, j'ai commencé ma recherche. Si mes parents disent, qu'est-ce que tu vas faire, machin, je dis, non, c'est bon, je suis déjà sur le coup. Et il se trouve que à ce moment-là, tes parents, c'est plus trop le sujet. Mon père m'a dit récemment... Ah, encore aujourd'hui? Ouais. Quand je lui ai dit que je commençais... Enfin, récemment, il y a 2 ans maintenant. Quand je lui ai dit, je recommence une boîte, je pars de Criteo. Il m'a dit, non mais c'est bon, on a compris, on le vit bien maintenant. Tu me l'as fait suffisamment de fois pour que, ok, so be it, quoi. Donc tu vois, c'est pas si disparate que ça, quoi. Mais non, mais même moi, ça me finissait une époque et ça me relançait dans quelque chose. Et puis en fait, je postule sur un poste d'engineering program manager qui est vraiment le poste à la convergence des projets chez Criteo. J'ai jamais postulé ailleurs et c'est là-bas que j'ai fini, quoi. Tu vois, genre... Plouf. Ouais, t'as rencontré, des belles rencontres en entretien de recrutement. Ouais. Tu t'es dit, c'est pas la peine. J'ai rencontré. Je fais pas plus. Je fais pas plus. Non, 3 premiers recrutements, très bon contact avec la sourceuse. C'était qui? C'était Sarah à l'époque? Sarah Grohl. Ouais, alors j'ai croisé Sarah, puis il y avait Lisa Sarny surtout qui était. Alors Sarah, elle était côté RH. Lisa plutôt côté recrutement, et bon fit, les gens que je rencontre sur la partie tech, je sens qu'il y a du challenge, je sens que les gens sont bons, je sens que effectivement le poste, alors ça prend assez longtemps parce que ça commence en juin de tête et puis ça finit en septembre pour que je finisse par rejoindre en décembre, mais au fur et à mesure je me dis genre ouais, alors il y a du niveau technique, les gens sont bons, il y a de l'envie, il y a du challenge. La boîte n'était pas encore rentrée en bourse, elle est rentrée en bourse entre le moment où j'ai dit oui et le moment où je suis arrivé. Très mauvais timing pour moi. Pourquoi? Parce que tu négocies, enfin les stock options ou les actions gratuites que tu récupères ne sont plus les mêmes, quoi. Tu vois, entre arriver 2 jours avant et 2 jours après, c'est pas le même. Détail, mais j'ai appris. Et non, mais surtout, voilà, dynamique de boîte incroyable. Moi, quand je rejoins Criteo fin 2013, la boîte doit faire 750 personnes. À la R&D, il doit y avoir 100, 110 personnes.
Et puis en fait, 3 ans plus tard, on est 3000 dans la boîte et la R&D fait 600 personnes, tu vois. Donc, moi, j'avais accompagné Criteo en tant que fournisseur. Ils étaient 35. ah ouais, Et encore. genre, je sais pas, 2 ans, 3 ans plus tard, c'était 1500 personnes. Enfin, ils déménageaient tous les Ah ouais, non, mais C'était fou. Ils venaient juste de rejoindre les bureaux qu'ils ont encore, la rue Blanche. Et donc, ouais, le job, surtout, enfin, les gens, la dynamique, mais surtout le job. Le job, c'est. On cherche des engineering program managers, rôle qui était assez récent dans la boîte, qui était chef de projet transfert côté technique. Alors, pour les vieux, assistance maîtrise d'œuvre, tu vois, AMOE, tu vois, le truc sexy. Sauf que là, c'était, il y avait la révolution DevOps qui était en train de se passer dans la douleur. Et il fallait faire bosser des gens ensemble avec, comme compétences, des gens de l'infra, du matos, du réseau, de la base de données, des développeurs, back, front, machin, tout ça. Je me dis, oh, waouh, trop bien. Enfin, genre, ouais, je kiffe. Et ça avait l'air chaud. C'est-à-dire que les gens, ils avaient l'air bien, bien chauds, et techniquement, et sur la non-collaboration. Mais je me suis dit, bon, j'essaye. Ça, c'était ton poste, en fait? Ouais. Faire bosser les gens ensemble. Enfin, faire bosser les gens ensemble. C'est-à-dire que j'avais rien à apprendre. Dev et prod. Ouais. Ouais. Alors, les devs de systèmes distribués très proches de l'infra, en particulier Hadoop, autour de ce truc-là, où ça frottait à mort. Donc toi, quand tu parles de DevOps, en fait, c'est le DevOps au sens orga du terme. Ouais, en fait, le terme, c'est le terme de Google, c'est SRE, c'est Site Reliability Engineering, où c'est des gens qui, avec des méthodologies de dev, donc Git, industrialisation, automation, adressent des problèmes de scale que tu peux pas faire à la mode traditionnelle sysadmin, je clique dans des boutons, quoi. Je l'ai dit dans une conférence, je peux le répéter ici, mais juste avant que j'arrive, il y avait des gens qui installaient encore .NET Framework en cliquant dans des fenêtres et dans des boutons sur chaque serveur. Quand on a 750 à faire, tu te dis ça fait beaucoup de clics. Bah, surtout que moi, quand je pars de Criteo, de tête, il y avait 65 000 serveurs au total, tu vois, donc c'était, le chemin aurait pas marché, quoi. C'était ingérable, tu peux pas mettre autant de personnes. Mais donc voilà, je savais que le truc était challenging et j'y vais volontairement en disant genre, ouais, faire travailler les gens ensemble, c'est un métier, dans un environnement technique exigeant et où les contraintes sont dures, ouais, c'est fun. Alors peut-être que je vais me faire broyer par la machine, le machin et tout, mais en tout cas, moi, j'ai envie d'essayer, quoi. J'y vais vraiment avec cette mentalité-là. Et puis, donc ça, j'arrive juste avant la soirée de Noël de décembre 2013. Pour le coup, bon timing, c'était sympa. Et puis ça, c'est difficile, mais ça se passe. Et puis on commence à sortir des projets. Et puis Dan, à l'époque, il devait être encore VP Engineering. Et il me demande de m'occuper d'une nouvelle division qui serait SRE. Donc vraiment de l'industrialisation, d'automatisation, des méthodologies et des façons de faire de dev sur de l'infra, sur toute la partie infra-logicielle en fait, quoi. Et il me dit, bah, tu vas prendre, je vais te donner 12 bonhommes de la partie sysmanim, alors hommes ou femmes, peu importe, 12 personnes, pardon. Et puis 13 de la partie dev, on les met ensemble et puis tu vas les faire travailler ensemble, sachant que c'est des gens qui avaient un historique de ils voulaient pas se parler. Je lui ai dit non. Je lui ai dit bah non. Les gens voulaient pas se parler. Bah moi j'avais réussi en tant que justement pas être le chef de personne, faire que la communication marchait. Je lui ai dit bah non, on va pas réaligner du management parce que ça va recréer un clan de plus, quoi. Ouais. Puis il insiste, je lui dis non une deuxième fois. Je lui dis en moins de 20 minutes, je lui dis 5 fois non. Puis là, au bout de 20 minutes, il me dit écoute, c'est comme ça, tu vas le faire et puis tu vas pas m'embêter. Donc il m'a pas demandé mon avis en fait. Et puis je lui dis bon bah on va le faire, hein. Enfin bon, j'ai pas le choix. Et en fait ça a été dur, mais ça a fini par marcher. Il y a 2 ans, quand je pars de Criteo, la division SRE, c'était 170 personnes. Donc les missions étaient beaucoup plus larges que juste l'infra, machin. Ça partait de la CI/CD jusqu'au data, y compris l'analytique. Alors pas tout, mais une grosse partie des gros volumes dessus. Et puis ça fonctionnait en termes d'équipe. Il y avait tout n'était pas fluide à mort, hein, parce que c'est des gens, des personnes, des interactions. Mais on avait réussi à breaker l'organisation humaine, à travailler avec les gens au service de l'entreprise et de sa scale. Et ça, franchement, c'était hyper satisfaisant. D'abord, d'avoir réussi à faire bosser les gens ensemble, avant toute chose, et puis que ça s'inscrive dans un contexte
à forte contrainte. Donc ça, c'était vraiment très très plaisant. Je rencontrais des gens incroyables là-bas, toujours des bons contacts. Pour faire bosser les gens ensemble, il y a tu t'es heurté à des murs, des murs que tu as sautés. Enfin voilà, il y a des choses que t'as des tips. La première réunion que j'ai faite entre l'équipe, des gens de l'équipe Hadoop et des gens de l'équipe réseau, je les ai mis tous les deux tous les quatre, en l'occurrence, il y en avait 2 de chaque équipe, dans une même salle, et ça n'avait pas été fait depuis au moins 6 mois. Tu vois ? Et c'était pour aligner. Il y avait C'était quoi l'objectif ? Il y avait une problématique technique de saturation d'une certaine techno, d'un router Cisco, machin, et tout ça, qui posait problème dans le truc, et ils se tiraient la bourre en disant genre il faut tout changer, il faut pas tout changer. Bref, bon, on se met dans une même salle, on cause, quoi, tu vois, on dit genre on change une. La situation dans la pièce était tendue, et je me suis même rendu compte que à la sortie de la salle, les gens regardaient pour voir si c'était pas cogné, quoi, tu vois, c'était vraiment genre mano à mano. Et puis en fait, une fois qu'ils sont dans la même salle et puis qu'il faut se parler, petits écarts de langage, machin, corrigés et tout ça, tu dis ok, c'est quoi le problème, qu'est-ce qu'on fait ? Ah, il faut pas faire comme ça, ok, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui est acceptable ? Revenir au sens du c'est quoi le travailler ensemble ? La première base, c'est on se parle correctement. On va commencer par ça. Puis tu construis ça, tu poses cette pierre-là. Une fois que tout le monde est dit ok, d'accord, un peu contraint, tu vois, mais ils savent très bien que si la base c'est pas on se parle pas, c'est qu'il va y avoir une problématique tout de suite, quoi. Et en fait, faut reprendre les fondamentaux. Le sujet technique, en fait, il est très 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 loin. C'est respecter l'autre, respecter ses procédures, respecter sa compétence. Et ça a été dur parce qu'à l'époque c'était pas forcément le cas, quoi. Tu vois, moi j'ai entendu des choses du ce que tu penses, j'en ai rien à foutre, quoi. Tu dis écoute, non, en fait non, on peut pas faire ça, c'est pas possible. Et donc remettre des fondamentaux très patiemment, très calmement, essayer de pas s'énerver, et j'ai pas toujours réussi à ne pas m'énerver, mais ça c'est pareil. Et ça t'est arrivé de t'énerver et que ça ait un intérêt ? J'ai toujours été perdant quand je me suis énervé. C'est-à-dire quand j'ai eu des réactions du j'en ai marre, machin, ça, à chaque fois que ça m'est arrivé, j'avais forcément tort. Parce que ça veut dire que j'étais à bout d'options, moi, de propositions. Et donc, c'est pas ça qu'on attend d'un manager, d'un CTO, de quelqu'un qui organise, qui fait. Ça fait pas travailler les gens ensemble de s'énerver, jamais. Donc voilà, j'ai eu quelques regrets sur des événements de ce type-là, mais en moyenne, je trouve que ça s'est plutôt bien passé, quoi. Bon, okay, Sinon, parce que si ça avait 7 ans de j'y arrive pas et je m'énerve et tout, ouais, j'aurais arrêté avant, quand même. Ok. Et du coup, tu t'énervais tout seul dans ta voiture ? Alors non, j'ai trouvé. C'était quoi ton exutoire ? Mon exutoire, c'est le jujitsu. Alors le judo jujitsu, pour être tout à fait là, je pratique depuis que j'ai commencé à bosser pour garder une activité physique. Et c'est assez pratique. Alors je vais dire un truc qui va faire rigoler, mais c'est très pratique de trouver des gens qui viennent au même endroit que toi pour se taper dessus les uns sur les autres. Alors, évidemment, c'est pas la réalité, mais il y a un côté redescendre dans le côté physique, se dépenser de l'énergie, passer ces trucs dans de l'opposition, raisonner, machin, qui fait du bien. Moi, je ressors de là, j'espère y arriver ce soir, aller ce soir au dojo, vider physiquement, et en fait, ça fait d'avoir tué la bête, tué le côté physique, ça fait reposer les choses à plat et prendre du recul en disant ça reste que du boulot, et c'est en se parlant calmement et en posant les options et les problématiques de chacun qu'on avance, jamais autrement. On n'a jamais résolu les problèmes d'une boîte en se tapant dessus. Bon, je ne connais pas, moi. Enfin, en tout cas, si il y a des boîtes qui existent comme ça, je ne veux jamais aller travailler dedans, quoi. Et donc, ouais, mon exutoire, ça a été ça. Ça a été gros centrage sur ma famille, avoir la capacité à couper. Tiens, c'est une question qu'on m'a posée régulièrement, d'avoir travaillé pendant 2 époques avec un de mes plus proches et meilleurs amis. Il nous a dit, mais en plus, c'était mon chef chez Mapi. Il m'a dit, mais on a souvent posé la question, mais comment vous faites, entre guillemets, parce qu'au bureau, vous n'êtes pas toujours d'accord, des fois, ça peut frictionner et tout ça. Et il me dit, je sais pas, entre nous en tout cas, on a toujours réussi à poser le boulot et le laisser au boulot, et le soir, si on avait une soirée où on se croisait, ou un dîner entre nous et tout, on n'a jamais mélangé la part des choses. Bon, après, nos femmes respectives nous ont souvent dit que quand on se voyait, on parlait tout le temps boulot, même quand on n'était pas dans la même boîte, mais ça, c'est un feedback qu'on est capable de prendre.
Mais ouais, non, c'est arriver à savoir dire. C'est pas toujours facile, je suis pas toujours arrivé, mais faire que le boulot reste au boulot, quoi. Pas de tips particulier, quoi. C'est plutôt un état d'esprit là-dessus, quoi. Non, pas de truc T'as particulier. pas de jus de cerveau qui tourne le soir ou la nuit, quoi. T'arrives à couper, Si, quoi. bien sûr. Si. J'ai corrigé je me rappelle une mise en prod chez Mappy où on avait passé trop d'heures, pour que je le dise publiquement, à bosser. Je suis rentré chez moi, j'étais fatigué. Il y avait un point de mise en prod qui marchait pas sur les passerelles SMTP et tout ça. Et je me souviens que je me suis réveillé avec mal au crâne en plein milieu de la nuit en disant genre j'ai trouvé. Je suis allé coder, je suis allé poser mon truc, je suis reparti. Tu vois, donc des trucs qui tournent, ça arrive. Mais enfin, les trucs qui tournent m'ont jamais aidé en fait. C'est-à-dire que j'ai toujours essayé de pas de les entretenir. La question c'est quand ça tourne. Ouais, je comprends ta question. Quand ça tourne et que tu n'arrives pas à t'en défaire, comment tu fais Alors, depuis pas longtemps, je fais de la peinture et ça c'est bien. Ne pas être, non, mais c'est ne pas être devant un écran, tu vois. Déjà, ne pas être devant un écran. Et il faut occuper d'abord les mains, enfin le corps. C'est comme le judo, quoi. Il faut occuper le Cro-Magnon, le côté physique. Et en fait, d'occuper le côté physique, les mains, à faire quelque chose qui n'est pas un truc électronique, machin, qui est hors de ton contexte. Alors, il y en a certains, c'est la marche. Moi, la marche, ma femme est très vélo. Moi, je n'aime pas le vélo. Jujitsu et peinture. Ouais, mais c'est ça. occuper les mains ou les pieds. Ouais, et le cerveau suit, en fait. C'est-à-dire que Ok. tu peux avoir ton truc qui tourne, tout d'un coup, quand il faut être dedans parce que tu es en train de faire un truc avec ton corps. Bon, le cerveau, il se réaligne tranquillement et doucement, machin. Moi, j'ai pas de méthode miracle au-delà de ça, non. Ok. Bon, donc du coup, après la fin d'époque Criteo, bon, tu remontes un petit service de 160 personnes. On avait compris que qu'a priori, c'est pas le nombre de personnes c'est pas la taille des équipes, c'est pas le nombre de Non. personnes, c'est pas la taille de la responsabilité qui est un peu ton moteur, vu ce que tu avais fait post-Mappy et... Ouais. Mais là, du coup, le projet d'après, bah, rebelote, effectivement, tu le prouves, quoi. Alors, construire des trucs, c'est une drogue, en fait, tu vois. Partir de y a rien à on fait quelque chose, c'est fou, quoi. Puis rencontrer soit des nouvelles personnes, soit retrouver des gens que tu réintègres dans une nouvelle dynamique, leur offrir des nouvelles perspectives, des nouvelles façons de travailler. Franchement, c'est un kiff énorme. Alors, le départ de Criteo et le début de Résilience, c'est marrant parce que ça s'est un peu télescopé. J'avais... Ah, tu vois, on en parlait. J'ai tapé le micro. En fait. J'avais décidé septembre 2020 que voilà, j'avais fait le tour de Criteo. Je commençais à avoir ce besoin, tu vois, cette sensation de renouvellement. Puis je n'étais pas forcément bon dans ce que je faisais, en tout cas, on l'avait dit. Je me dis, tiens, je changerais bien. J'avais commencé à chercher. Et là, je reçois un coup de fil de Céline Lazorte, donc la fondatrice de Litchi Itori, qui était déjà partie depuis 1 an et demi, je pense, de Litchi à l'époque. Elle m'appelle pour me présenter son projet et puis me poser des questions dans le domaine de l'intelligence artificielle. Parce que, alors pourquoi elle m'appelle moi ? Parce que ma femme a fait 12 ans Litchi et Mangopé avec Céline et Mathieu, donc qui sont mes 2 nouveaux associés. Et donc on se connaît par intermittence. Alors même si j'ai été filer un coup de main en tant que consultant sur leur infra au Luxembourg. Et puis, il y a eu 2-3 week-ends où on a été fixer du SQL en famille. Véridique. Ok. Et puis, ma proximité chez Criteo avec les gens qui font de l'IA, ce qui n'est pas mon job, hein, moi, je ne prétends pas avoir cette compétence-là. Voilà, c'était une façon de discuter, de prendre du recul par rapport à son nouveau projet. Donc elle a croisé Jonathan Benamou, donc qui est fondateur, CEO de PeopleDoc, donc dans les services RH, lors de Protège ton soignant. Donc c'est un collectif de gens pendant le premier confinement qui ont récolté de l'argent, acheté du matériel. Donc les classiques gants, blouses, visières, mais aussi des trucs comme des pousse-seringues et tout le tas de matériel dont les hôpitaux manquent. Okay, et donc non seulement ils ont récolté de l'argent, acheté le matos, mais ils l'ont livré surtout. Donc ils ont fait à peu près 400 hôpitaux en France.
où quand tu apportes du matos et que les gens en manquent, généralement, tu es bien accueilli, quoi. Donc, il y avait beaucoup de vibes. Et puis, de cette période-là, Jonathan et Céline ont vu que globalement, il y avait un écart entre ce qu'ils connaissaient eux en termes d'outils, de pilotage, de dashboarding, tu vois, d'utilisation de la data à dispo dans leurs expériences start-up respectives et ce qu'ils voyaient dans le domaine médical, dans les hôpitaux. Et une rencontre déclenche le projet, c'est la rencontre avec Fabrice André, qui est directeur de la recherche de l'Institut Gustave Roussy. Donc l'Institut Gustave Roussy, c'est le plus grand centre de lutte contre le cancer en France, il y en a 18. C'est le 3e au monde en termes de taille, de notoriété, enfin d'efficacité. Il y a un classement pour ça. Et donc Fabrice leur dit « Ah bah si vous voulez lancer un projet dans la santé pour nous apporter des outils, pensez à l'oncologie. Nous, on est demandeurs, on a besoin, parce qu'entre on détecte de plus en plus de cancers et les malades, ce qui est une bonne nouvelle, vivent de plus en plus longtemps. Bah, on a une progression quadratique du nombre de patients à suivre. Et en gros, ben, les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, enfin tout le personnel, on ne sera pas les former en quadratique, donc on a besoin de s'outiller et de vraiment alors industrialiser, le mot est pas approprié vu le secteur, mais en tout cas de s'outiller pour sustain le truc, quoi. Donc Céline m'appelle en disant genre ah on a un projet dans ce secteur-là, on voudrait voir cette approche-là, on discute de proche en proche. Moi, j'avais pas forcément déclenché dans ma tête l'histoire de repartir de zéro d'une boîte, enfin de construire depuis rien. Et donc je lui dis, bah au passage, je te dis que moi je cherche en ce moment. Et donc Céline, elle me regarde. Au passage. Au passage, à la fin de la conversation. Je dis, ah tiens, au passage, bah, elle est bien connectée, voilà, tout ça, si tu vois passer. Et elle me dit, ah bah il faudrait que t'en passes. Je parle à Jonathan, il connaît plein de gens et tout, pour un poste d'engineering manager. Ouais, il pourrait te mettre en relation. Avec John, on se parle la semaine d'après. Il me dit ah ouais, non, qu'est-ce que t'as fait, machin, c'est quoi ton envie et tout. Puis en gros, suite à notre conversation, il appelle Céline, il fait genre mais vous êtes pas un peu bêtes tous les deux là, nous on cherche à monter une boîte et on n'a pas de CTO là, Nicolas, ça vous voudrait pas. Et puis avec Céline, on se rappelle, on fait genre ah bah j'y avais pas réfléchi comme ça. Et en fait, de fil en aiguille, bah moi je dis moi, démarrer des boîtes, c'est ce que j'ai fait plus souvent que de faire des trucs dans des boîtes établies comme Criteo, même si j'ai jamais été fondateur, par contre, contrairement à eux deux. Et je leur dis, ça dépend quel type de boîte vous voulez faire. Si vous cherchez votre premier développeur qui sera votre CTO, moi, c'est pas forcément toi. Bah non, 20 ans d'expérience, j'ai plus l'habitude de monter des équipes que de développer moi-même. Et très clair sur le truc là, et donc ils me disent non mais vu l'ampleur du projet, on sait qu'on va devoir monter une équipe, donc tes compétences match. On part là-dessus. Mathieu, donc ancien CPO de Litchi Mangopé, rejoint le bateau dans les semaines qui suivent et on fonde Résilience mi-février 2021. Donc dans bientôt 2 ans. 2 ans, je pense, quand le podcast sortira. Ou pas loin, ouais. Pas loin. Et donc dans les fondateurs, on retrouve nous 4 et chose notable aussi, l'Institut Gustave Roussy par sa branche d'investissement. Ah ok. Donc c'est un partenaire plus que privilégié qui fait partie partie prenante. Partie prenante exactement du truc. On a la chance, l'honneur de lever en seed 5 millions d'euros avec nos amis de chez Singular. Pour la petite histoire, on s'est mis d'accord le 25 décembre, donc 2 mois avant la fondation de la boîte. C'est toujours agréable de fonder la boîte alors que tu sais que tu as levé ton argent. Et on pose un dossier à la BPI, donc on a 2 millions d'euros. Donc on sait qu'on a 7 millions d'euros pour faire un proof of concept de ce qu'on veut faire. Et Résilience est une société à mission, donc on a mis le patient au centre avec notre mission en tant que société, c'est d'améliorer et de si possible prolonger la vie du patient, donc de soigner mieux. Au travers de solutions logicielles, et la première étape qu'on a lancée avec ces dynamiques-là, c'est un compagnon qui permet d'aider, d'expliquer, d'accompagner et de récolter des mesures auprès des patients qui sont atteints de cancer. Donc on s'est focalisé sur le cancer du sein pour démarrage, c'est des grandes spécialités de Gustave Roussy. Et donc en septembre 2021, on sort notre application mobile, première du nom, et on commence le déploiement. Donc on était une vingtaine. Donc tu vois, de février à septembre, on n'a pas chômé en termes de construction d'équipe, aussi bien côté tech que côté produit ops.
Et en fait, on fait un mouvement fort en octobre de la même année. On rachète Better Eyes, qui est Better Eyes, c'est... une solution de télésurveillance, donc D'accord. dispositif médical, qui ok. vient en fait faire le complément de notre... En fait, c'est la partie soignant, dashboarding, tableau de bord, et nous, on était sur le patient. Donc, on a combiné les dons pour faire un produit, et de notre solution de télésurveillance vraiment de bout en bout. Et c'est aujourd'hui la solution qu'on déploie dans les hôpitaux et auprès des malades. Aujourd'hui, alors le chiffre exact doit être un peu plus de 1400 patients suivis par cette solution-là. Et alors aujourd'hui, c'est un peu... Bon, l'aventure, elle est un peu jeune pour avoir des métriques ou des feedbacks, mais sur les patients qui sont utilisateurs de votre solution, vous observez effectivement un allongement de la durée de vie des patients. Alors, par rapport... Évidemment, vous avez pas ce type évidemment de on n'a pas ces stats-là, et elles seraient complètement... Enfin, ce serait du doigt mouillé, ce serait complètement faux, factuellement faux. Par contre, on a une grosse adhésion. C'est-à-dire que on a parmi les meilleures adhésions de suivi, de remplissage de questionnaires, ce qui permet d'avoir de l'info qui remonte alors que les patients utilisateurs restent utilisateurs et sont assidus dans la remontée entre guillemets manuelle via l'application d'informations. Voilà, donc c'est des symptômes, des problématiques qu'ils rencontrent et tout ça. Et c'est hyper important d'avoir de la télémédecine sur ces sujets-là, de la télésurveillance, parce que en fait, anticiper. Les gens, ils voient leur oncologue peut-être une fois par trimestre au mieux, et en moyenne, si tu prends le nombre d'oncologues disponibles et le nombre de malades en France, tu te retrouves avec les oncologues, ils ont 7 minutes de temps disponible pour chaque malade. C'est court. Donc si tu vois ça une fois par trimestre, 2 fois par an, un quart d'heure, entre les deux, il se passe quoi? Et en fait, c'est ça, c'est retisser le lien et la relation et la remontée d'informations, et les équipes de soins, au lieu d'avoir des dossiers papier ou même rien, mais ils ont un tableau de bord en disant voilà l'ensemble des malades que l'on suit en ce moment, et voilà entre guillemets les remontées qu'ils ont. Et en fait, il y a des études qui ont prouvé que on peut avoir des améliorations de la qualité de vie, premier point, voire d'augmentation de la durée de vie sur des remontées qui sont faites par les patients eux-mêmes. Parce que le patient, quand il va pas bien, il le sait en fait. Et donc on est capable de le grader, on est capable d'avoir une vision 360 et de remonter des alertes en disant genre, on dit pas il faut changer le traitement, non, on dit juste aux équipes de soins dans leur tableau de bord, attention, là il y a lui il est prioritaire, il y a un truc. Ça clignote. Et tu vois, c'est pas des stats, c'est pas factuel et de ça, mais on a eu assez rapidement, donc ma vie est une histoire de déj. Donc on était à déjeuner avec Céline, on faisait un point sur l'état du projet, il me semble que c'était à mars-avril de cette année. Et on reçoit sur Slack une notification d'une de nos infirmières ou d'équipe de suivi d'un des centres qui dit « Ce week-end, une alerte a sonné, l'hôpital a repris contact avec un ou une malade, parce qu'il y avait un symptôme qui semblait bizarre et de ça. Ils l'ont fait venir à l'hôpital, ils l'ont mis sous surveillance. Réa, s'ils n'avaient pas eu l'alerte, ils passaient pas la nuit. » Et là, tu es au resto et tu te dis « Ok, donc on a fait quelque chose. » Au moins on aura fait ça. C'est-à-dire au moins on aura fait un système qui a levé une alerte avec une histoire de remontée de compagnons et tout ça, pour dire il faut reprendre contact. Et ça a été fait, et ça... Voilà, ça c'est fait. Ok, ça veut dire qu'on peut faire ça, et on peut le faire beaucoup de fois, on peut soulager, donner les outils aux soignants pour soulager et améliorer leur quotidien et la façon dont ils travaillent. C'est-à-dire essayer de se concentrer là où ils ont des problématiques que l'informatique est bonne à résoudre. Et donner aux patients aussi, on a des feedbacks incroyables sur la qualité du contenu, sa mise à jour, l'accompagnement, les soins palliatifs, vraiment tu vois une connexion, parce que tous les patients qu'on a vus interviewer nous disent l'annonce du cancer c'est un tsunami, c'est un tremblement de terre, mais les mots sont indescriptibles pour dire l'impact que ça a dans ta vie. Et quand tu repars et que tu es avec ce tsunami tout seul chez toi avec une plaquette papier, c'est court quoi. Et donc tu vas sur internet et tout. Et donc là, nous on vient avec une offre d'accompagnement qui permet d'avoir de la mise en relation, de garder le contact, d'avoir beaucoup de contenu, d'avoir du contenu qui est sélectionné pour toi, qui est affiné pour ta pathologie. Si tu as des symptômes, il y a des fiches pour dire qu'est-ce qu'on peut faire, machin. Enfin, tu vois, vraiment un accompagnement où aujourd'hui, l'hôpital, ils peuvent pas mettre quelqu'un qui appelle toutes les semaines pour dire comment ça va. C'est pas possible. Ouais. Et nous, c'est un peu le comment ça va.
Sauf qu'il est plus quoi. Il est poussé, il s'inscrit dans une recréation de la circulation de la data qui permet de prendre des décisions et d'améliorer la vie, quoi. C'est une solution qui est utilisée par les patients ou également... alors en fait, l'annonce d'un cancer, c'est un tsunami pour la personne en question, mais c'est aussi pour l'entourage. Ouais. Est-ce que c'est utilisé par l'entourage ? Alors, on sait qu'on a des aidants qui saisissent pour des patients qui n'en ont pas, soit la technicité, soit le téléphone mobile. C'est à la fois un super vecteur parce que de plus en plus de monde là, et c'est un facteur d'inclusion dans l'ère numérique. Là où si on avait déployé une solution tu vois, sur ordinateur, ça aurait été une étape encore faite beaucoup plus compliquée. Mais on sait qu'on a des aidants qui participent à cette saisie, le contenu, ça. L'application aujourd'hui elle est disponible, il n'y a pas besoin d'être patient et en suivi ou d'avoir été, tu vois, alors pas prescrit, mais incité à s'inscrire à l'application. Donc il y a du contenu qui est disponible pour des gens qui ne sont pas patients. Aujourd'hui, on n'a pas encore fait des parcours spécifiques dans notre application pour les aidants. Ok. Mais on sait qu'il y en a qui s'en servent. Ok. Bah, idée, voilà, j'ai... pour le coup, pour avoir vu moi, j'ai eu le cas pour moi et pour ma maman, ouais. Et qu'on n'aurait pas pu rentrer des données. Effectivement, c'est un tsunami et être accompagné en tant qu'aidant, c'est ouais, je pense que vous pourrez faire du bon boulot. C'est sur la roadmap. Top. C'est connu. Donc voilà, et puis ça c'est la mission, donc qui est c'est à la fois très exaltant et à la fois une responsabilité de fou, quoi, parce que tu te dis on revient sur ce que je disais tout à l'heure chez Mappy, quand tu marches pas, les gens peuvent pas faire d'itinéraire. Chez Criteo, s'il marche pas, les gens voient pas des pubs. Ouais, ça va. Là, tu as de la perte de chance, entre guillemets, de gens qui... on a des systèmes résilients qui permettent d'enregistrer les événements, ils arrivent après, tout ça, mais tu te dis, ouais, la responsabilité de bien faire son travail, et c'est là où être certifié dispositif médical, c'est pareil, c'est une responsabilité. Donc voilà, les gens qui viennent chez nous viennent pour... la boîte qui est posée de la bonne manière, je pense, la façon qu'on a de travailler, la mission de l'entreprise. Ils viennent aussi pour les absolument superbes séminaires qu'on a fait la semaine dernière, où on était effectivement pas tout le monde, mais presque tout le monde, 74 au même endroit, et c'était très sympathique. Alors, un truc aussi particulier, c'est le fait d'avoir démarré une boîte... février 2021, on est une boîte qui est remote friendly, très friendly, voire remote first, donc on est organisé dès le premier jour à ce travail à distance. Il n'y a pas d'organisation legacy par rapport à du présentiel, quoi. Non, il y a des questions qu'on se pose pas, quoi. Alors, il y a des problématiques que ça fait, c'est-à-dire que pour voir les gens, il faut s'organiser, parce que c'est quand même assez cool de voir les gens, quand on veut et quand on peut. Mais effectivement, on n'a pas de legacy présentiel à traîner derrière. Et puis, ça partait d'un double constat. C'est on était dans une phase où le distanciel était encore vachement poussé avec la pandémie. Et puis, de toute façon, Céline et moi, on habite en région parisienne, mais pas dans le même secteur. Matt, il habite Biarritz. John, il habite Madrid. Donc, on n'allait pas déménager ouais. pour faire une boîte ensemble. Et en fait, c'était le bon moment, quoi, pour faire ce type-là. Donc, on a embrassé cet état de fait. Aujourd'hui, on a des gens, principalement en France, un peu en Espagne, mais qui habitent, alors j'espère pas oublier, Nantes, le Nord, Strasbourg, Paris, Lyon, Marseille, Toulon, Bordeaux, Bègles, Biarritz, Toulouse, j'ai dit, Grenoble, Aix-les-Bains, peu importe, quoi. C'est quoi vos rituels, du coup ? Parce que du coup, tu dis, bon, je pense que c'est cool de se voir aussi, et je pense que c'est aussi un besoin de temps à autre pour qu'il y ait des liens minimum. C'est quoi vos rituels ? Tu parlais du séminaire, mais il y a d'autres rituels ou d'autres moments ? Alors, il y a plusieurs niveaux de rituels. Les rituels de présence physique, 2 fois par an, on a une opportunité de se réunir tous au même endroit. Je parle bien d'une opportunité, on n'a jamais forcé les gens à bouger qui ne voulaient pas bouger. On a les trimestres où on fait pas ça, on a une espèce de séminaire virtuel à distance qui permet de partager de l'information.
On a les gens qui sont dans le même secteur peuvent prendre des bureaux temporaires pour bosser ensemble quand il y a besoin, ou juste se voir. Et puis après, on a une politique assez volontaire sur une équipe projet a besoin de se parler, on se parle. Quoi. Tu vois, par exemple, là, on avait un projet qui démarre sur un refacto réorganisation technique. Edouard qui est à Biarritz, sa femme était enceinte, elle est couchée sur 2 semaines. Et Juliane de Paris et Julien de Grenoble ont pris soit l'avion, soit le train pour descendre et aller à Biarritz et bosser ensemble parce que c'était plus efficace. Ce que t'as pas en coûts de locaux, tu le mets dans des coûts de transport, entre des guillemets, opportunités ouais. opportunités de se voir différemment en tout cas. Donc voilà. Et après sur le quotidien. Où évidemment, heureusement, on prend pas le TGV tous les 2 matins non plus, parce que c'est pareil, impact sur la vie perso et tout, encore un équilibre à rechercher, à trouver. On a des stand-up assez classiques le matin pour point de synchro, et puis moi, côté, je sais que Matt, côté produit, fait pareil, mais tous les lundis, on fait un tour des projets avec les gens qui en ont la responsabilité, avec tout le monde présent dans le call. Il ne s'agit pas forcément que tout le monde parle et tout ça, mais qu'on soit un petit peu au courant de la vibe, tu sais, du prendre le pouls de comment les projets techniques avancent. Ouais. Et ça, moi, je trouve ça très important parce que une équipe, c'est des gens qui communiquent, qui travaillent ensemble, qui vont faire. Si on est tous en remote avec sa seule interface, c'est les tickets Jira. Alors, Jira n'est pas un outil de communication. C'est un truc que je me plais à répéter. Ça ne l'est jamais été, et on utilise beaucoup Slack. Moi, le réflexe que j'ai pas encore assez, c'est que quand une discussion Slack, elle dépasse 2 messages, en fait, il faut s'appeler, quoi, parce que quand Slack n'est plus asynchrone, ça devient un outil où tu te réponds. Tu dis autant se parler, quoi, autant se voir, autant garder l'humain, et puis comprendre les intonations que le Slack n'a pas, quoi. Et ça, je sais que je suis pas encore au niveau que j'aimerais être sur l'utilisation de l'outil. Mais voilà, c'est ça, ces rituels-là qu'on essaye de garder. Au COMEX, on se voit 1 fois par mois. On fait un COMEX en présentiel et on tourne pour pas que ce soit tous les jours les mêmes qui bougent. Donc là, mi-décembre, je serai à Madrid. Et ça, c'est cool. De voir les gens, pas Madrid en soi, c'est très bien, hein, mais c'est surtout de voir les gens. Et puis, on s'aperçoit que quand on est tous dans la même pièce, on avance vite, c'est plus simple. Et de façon assez étonnante, c'est à ces moments-là qu'on s'aperçoit où on a des décalages. Pas tellement où on est raccord, mais on voit où on a les trous dans la raquette. Parce que c'est facile d'être d'accord à distance sur un planning de réunion prévu. Quand tu as 2 heures et que tu balayes tous les sujets, en fait, tu vois les sujets émerger, en particulier les choses où il faut recoudre de l'information que tu n'as pas forcément parce que tu n'es pas au même endroit, parce que tu n'as pas la machine à café, parce que ça reprend la machine à café, pour ceux qui boivent du café surtout. Mais voilà. Donc on essaie de trouver un équilibre entre beaucoup de fluidité, du distanciel qui facilite la vie de tout le monde, mais vraiment de tout le monde. Pas de salle de réunion à trouver. Ce qui ne nous empêche pas d'avoir à Paris des bureaux où c'est cool de se croiser pour ceux qui sont dans la région. Vous louez des bureaux ou vous louez un coworking à la journée Alors pour le coup, à Paris et à Biarritz, on a des vrais bureaux en propre. D'accord. Enfin, location, hein, mais sur le long terme, c'est pas des spot-on. Et ça permet de croiser des gens, de recevoir des gens qu'on veut voir dans un truc qu'on connaît, où on est à l'aise avec. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et puis Biarritz, c'est les locaux historiques de Betterize, et ça sert les mêmes buts et de la même manière. Et du coup, 2-3 petites dernières questions par rapport à Résilience. Le business model, comment ça fonctionne, comment vous le monétisez ou le monétiserez à terme. Moi, j'imagine que Gustave Roussy est partie prenante un peu dans l'utilisation et dans l'envie que ça fonctionne, donc ça répond en partie à la question. Alors dans l'utilisation, mais ils ne sont pas les seuls, puisqu'on est quand même déployés dans 22 centres aujourd'hui, dont un en Belgique. Ah ouais. Donc voilà, et on est qu'au début. La première réponse, alors moi j'aime monétiser, j'aime pas trop, parce que dans le milieu médical, c'est un peu étrange. Mais je vois ce que tu veux dire. Financer l'entreprise. Comme dit John souvent, qui est responsable de ces parties-là, à un moment, il faut qu'on ait un mode de fonctionnement où la boîte peut marcher, parce que sinon la boîte elle marche pas, et donc on n'accomplit pas notre mission. Voilà, c'est tout simplement. Très raccord avec. On peut pas vivre d'avou un naufrage. La première étape, c'est le remboursement des solutions de télésurveillance est inscrit dans la loi de finances de la sécurité sociale de cette année.
On est en attente du décret. Donc aujourd'hui, c'est pas en place, mais c'est en cours. Des négociations avec les partenaires, ça, c'est des choses qui prennent longtemps. Mais donc on sait que, on sait pas combien, c'est en discussion, mais une partie va être financée. C'est-à-dire que, en fait, s'inscrire à Résilience va être prescrit et remboursé par la sécurité sociale, comme un compagnon à ton traitement que tu prends dans le cadre de ton cancer. Moi, ça me fait assez kiffer d'avoir un logiciel qui est prescrit et où donc on reconnaît qu'il a un impact positif sur la santé et sur le parcours de soins. Je trouve ça incroyable qu'on en soit là. J'imagine ça faisait partie des 2-3 autres questions quand tu choisis le projet. Quand tu quittes Criteo et que pour cette aventure, tu choisis aussi le projet, quoi. Oui, tout à fait. Ouais. Il y a la feuille blanche, il y a le construire un truc, mais j'imagine que le côté impact et impact médical, le projet, le contenu du projet, c'est facteur de choix, quoi. Je vais être un peu cash. Je me suis dit, texto, en voyant le projet, après avoir passé 7 ans, ma vie à aider des gens à afficher des bonnes publicités aux bonnes personnes, pour de bonnes raisons, et je pourrais en discuter longtemps, je peux passer un peu de mon temps et essayer au moins pendant quelques années de voir qu'est-ce que je peux construire dans un secteur où l'impact est très différent. Pour rester positif sur tous les axes. Donc oui, ça fait, bien évidemment, ça fait partie de la motivation à choisir ce projet-là qu'un autre. Pour le coup, j'avais d'autres pistes de job qui étaient plus technico-techniques avec des projets très très sympas. J'aurais adoré rejoindre et tout. Et ce qui a fait pencher la balance, c'est effectivement genre, si j'essaye pas ça maintenant, je le ferai jamais, quoi. Donc il faut essayer maintenant. C'est l'opportunité incroyable. Et alors moi, beaucoup de gens me disent genre t'es touché personnellement. Non, alors j'ai entre guillemets la chance de pas avoir été touché très directement, très proche, même si je connais des gens, mais c'est pas viscéral parce que ça me touche pas, tu vois, à degré 1, quoi. Mais par contre, quand je vois l'impact que ça a sur les gens, je me dis que participer, ne serait-ce qu'un tant soit peu à se faire que les gens se sentent moins seuls, plus accompagnés, machin et tout, c'est bien, quoi. Donc pour revenir à la question sur le financement, remboursement par la sécurité sociale, et je pense que c'est vraiment une bonne chose parce que ça va faire du bien et aux patients et aux soignants. Et là, c'est quand même double truc positif. Donc ça, c'est cool. Et puis, est-ce que ça va suffire ? On verra. Problème d'échelle, problème de taille de remboursement. Et en fait, une fois que ça participe à une partie du financement, ça crée un écosystème de data qui circule. Et de la data qui circule, on peut faire plein de choses. On peut faire des études en données de vie réelle, où aujourd'hui, on manque beaucoup de feedback. C'est-à-dire que, alors, ce qui est bien avec le Covid, c'est que tout le monde a bien appris ce que c'était qu'un essai clinique de phase 1, 2, 3. Ce qu'on appelle de façon abusive de la phase 4, c'est-à-dire une fois que le médicament est validé ou le vaccin est validé et va dans la nature, en fait, on n'a aujourd'hui pas ou très peu de moyens d'avoir un retour sur qu'est-ce qui se passe au réel, quoi. Alors, sur le Covid, oui, parce qu'on a mis plein d'indicateurs en place et qu'il y a du suivi. Mais sur un traitement que cancer ou autre, en fait, c'est un peu sondage. La généralisation d'outils comme Résilience de suivi vont permettre d'avoir des cohortes plus importantes de patientes avec des symptômes du terrain. C'est-à-dire que tout d'un coup, on n'est plus dans la statistique. On a vu un symptôme, une conséquence qui est prévue, qui n'est pas prévue, qui est dans la notice et tout ça. Et donc ça, c'est une opportunité de data de faire du rapport, de l'amélioration de sélection de médicaments et tout, qu'on pense qu'il y a un intérêt sociétal, industriel, sur lequel on va construire des choses. Ok. Mais je vais passer aux dernières questions, du coup. Ouais. Est-ce que, comme tu sais, il y a quelques petites questions rituelles d'épisodes. Est-ce que tu as un proverbe, une phrase qui t'accompagne ? Alors, j'en ai plusieurs. Une que j'ai prononcée assez rapidement en m'occupant des projets, quand on m'a dit il faut mettre plus de gens pour aller plus vite. Alors, je veux pas qu'elle soit considérée sexiste, c'est pas du tout le propos. Mais j'ai dit souvent, j'ai un peu arrêté de le dire, 9 femmes n'ont jamais fait un enfant en un mois. Tout ça pour exprimer c'est pas parce qu'on met plus de gens que le projet va sortir plus vite.
Et on revient sur les choses dont on a parlé tout à l'heure. Hein. Une équipe de 7, ça avance bien, c'est facile à communiquer. Tu mets 3 équipes de 7, ben, il faut les synchroniser, donc il faut des gens, il faut que ça se parle, ce truc, c'est pas forcément plus efficace. Donc ça, c'est un. L'autre truc que j'ai répété assez souvent, c'est j'ai pas de religion en technologie, qui a un corollaire de quand t'as un marteau dans la main, tout ressemble à un clou. J'essaye, mais c'est difficile. De pas regarder Pas mal, les problématiques techniques par rapport aux outils que moi je connais. Vous avez choisi quoi comme stack technique chez Résilience du coup? Alors, le projet de Résilience tel qu'il a démarré en février, on est parti sur des langages de la JVM, Java en particulier, avec un... Alors, pas pour raison de le Java c'est cool, le Kotlin c'est chouette ou Clojure c'est pourri, parce que c'est très bien, mais plus parce que les normes du secteur de la santé que sont en interopérabilité, que sont Fire et HL7, leur implémentation de référence est en Java. Donc tu te dis, bon, ben, l'écosystème Java il est mature, on connaît et tout. Le choix qu'on a fait, c'est pas de partir sur du Java à la papa, mais de se dire tant qu'à faire, on va y aller très, alors pas microservice, mais au moins moderne, avec des frameworks qui démarrent rapidement et tout ça. Donc on est parti sur une solution Quarkus. Il se trouve que circonstanciellement, je connais quelques gens chez Quarkus, chez Java, chez Red Hat et tout. Donc voilà, je me sentais plutôt serein. Voilà, c'est ça. À la fois, il y avait du sens et de la pragmaticité sur le côté technique. C'est un univers qui est très connu. Sur lequel c'est très bien outillé, contrairement à des trucs un petit peu plus modernes qui peuvent être Go ou Rust, tu vois, qui étaient moins ma tendance. Et l'implémentation de référence est en Java, donc c'est toujours intéressant d'être conforme à son écosystème. Les deux axes principaux, moi je trouve, c'est conformité à l'écosystème et capacité de recruter. C'est-à-dire que si tu prends la meilleure techno du monde, on a eu la problématique chez Criteo sur tout ce qui était Scala, qui est un langage fabuleux pour faire plein de trucs, très pertinent à plein d'endroits. Recruter en Scala, c'est compliqué. Former en Scala, c'est compliqué. Oui, alors, à l'époque, ça allait peut-être un peu moins. Voilà. Ça reste petit quand même. Voilà, donc c'est un des facteurs à prendre en compte, en tout cas. Et puis, l'autre stack technique qu'on a hérité du rachat de Betarise, elle est sur des technos PHP. Avec un existant de qualité, puisque ils ont fait 6 ans, 5 ans de développement dessus, donc 5 ans de développement dans une stack qui fonctionne, qui est dispositif médical, ça veut dire que la qualité est là, et sur lesquels les trucs. Aujourd'hui, on essaye de composer avec une architecture software de service, service oriented architecture, pour pouvoir composer, c'est-à-dire qu'en gros on s'est retrouvé avec deux choses, petit monolithe, moyen monolithe, et on essaye de prendre avec du domain-driven design les choses qui ont du sens, les regrouper, de développer le service dans la techno qui va bien, qui est facile. On s'appuie sur un bus de messages de Kafka, parce que c'est quelque chose qui est assez robuste et qui marche bien en ce moment. Voilà, du choix, tu vois, assez pragmatique. Au début, sur la partie mobile, on est parti sur du React Native pour faire notre premier proto, parce qu'on est dans une attitude product market fit. On s'est aperçu après moins d'un an que, et l'application marchait bien, hein, on s'est aperçu après moins d'un an qu'en termes de qualité, ça n'allait pas nous emmener là où on voulait être, en termes de qualité de l'interface et tout. Et donc on a démarré début de cette année le recrutement et un projet de recréation des applications en natif. Elles sortent cette semaine. Je touche du bois pour que ce soit cette semaine. Alors quand le podcast sortira, c'est sûr qu'elles seront sorties. Ouais. C'est ça qui est truc. Mais donc voilà, les applications natives arrivent et elles sont classe. Franchement, le boulot qui a été fait par l'équipe design, le produit, le développement et tout, enfin, franchement, on est hyper fiers. Ils peuvent être hyper fiers de leur boulot. C'est vraiment fantastique. On est hyper contents. Voilà, base de données, un peu de Postgre, il y a du Mongo, pour des besoins différents. Encore une fois, comme je dis, pas de religion technologie, quoi. C'est donc la question, c'est tout est un clou et tout est un clou si t'as le un truc, marteau. Voilà, c'est ça. C'est quelle variété de marteau ou de tournevis que t'as, parce que il peut y avoir une techno hyper sexy. Moi, par exemple, j'ai découvert Rust quand ça a commencé à se développer. Et j'ai trouvé ça intéressant intellectuellement. J'ai essayé de m'y mettre dans mes trous d'emploi du temps. Bon, bref, j'ai rien fait. Ça m'intéresse beaucoup. Et en fait, quand j'ai découvert que l'écosystème pour faire des web services HTTP, tu vois, simple, et c'était compliqué, j'ai dit, ok, c'est peut-être pas encore mature et tout. Et c'est pas parce qu'une techno m'intéresse que c'est le bon choix. Que je dis, je vais demander à des gens de faire des projets dedans, quoi.
Ouais, il y a une longue historique avec Kubernetes aussi, ça fait partie des trucs rigolos du moment. Mais ça progresse, et puis ça progresse en maturité, donc c'est intéressant à regarder. Enfin, moi, je trouve ça un univers qui foisonne comme ça, où il y a plein de trucs à apprendre, tu t'ennuies jamais au moins, donc ça, c'est cool. Ah, et ça, c'est clair que ça bouge. C'est clair que ça bouge. On a un peu digressé, j'en arrive à une des dernières questions, c'est est-ce que tu as un surnom ou plusieurs surnoms? Pro ou pas pro? Moi, globalement, tout le monde m'appelle Nico. Nikao, ça date de façon assez rigolote de quand on était en première au lycée. On avait une classe de 28, on était 6 Nicolas dedans, donc à un moment, il fallait un petit peu faire le tri. Mais j'ai pas nom. Je déteste qu'on m'appelle chef. Je déteste ça. Ça m'insupporte au premier degré. Ah, bah le message sera passé. Ah non, mais ils le savent, ils insistent des fois. Mais non. Alors si, Pierre-Antoine, vieux truc, Pierre-Antoine, quand on était chez Nova Collect, chez les clients, c'est lui qui était très produit, donc il présentait beaucoup. Les gens disaient, c'est qui le gars à côté là? Il dit, lui, c'est le gardien de prison, il tient les murs. Je fais, ouais, super, merci la répute. Et en fait, il y avait une histoire plus rigolote à raconter, c'est quand t'es deux dans une boîte à démarrer et de ça, t'as celui qui sent le filon, tu vois, qui creuse chercheur d'or et de ça, qui machin. Et Pierre-Antoine, il disait, ça c'est moi. Et il disait, et l'autre là, c'est le mec qui pose les poteaux pour éviter que la mine me tombe sur le coin de la gueule. Donc voilà, je suis le mec qui pose les poteaux. Le poseur de poteaux. Ok. ok. Est-ce que tu donnerais un titre à cet épisode? Le truc qui me revient souvent, c'est les portes ouvertes. Parce qu'on m'a dit de temps en temps, pas tous les jours, mais on m'a dit, mais genre, t'as eu un parcours, t'as fait ça, puis t'as fait ci et tout ça. C'est des opportunités incroyables. Comment elles sont venues à toi? Et on en avait parlé ensemble. Je pense que les opportunités, elles sont là, elles existent. Savoir où chercher, c'est compliqué. Moi, quand j'ai levé la tête et quand j'ai eu envie de changer dans ma carrière, dès le début, ou après et tout ça, ce qui a fait que les opportunités, je les ai vues passer, c'est que j'ai jamais refusé un coup de main à qui que ce soit. C'est-à-dire que, tu vois, là, on n'a pas parlé des 2-3 startups que j'ai aidées, à qui j'ai filé un coup de main. J'aide au CFP de Devox en faisant partie du comité de sélection. Quelqu'un m'appelle en me disant, tiens, je voudrais faire un point, machin. Je dis jamais non, dans la limite de mon temps disponible et tout. Mais en fait, c'est ça qui marche. C'est-à-dire que tout ce que tu donnes, de conseils, d'écoute, d'attention, de petits trucs et de ça, alors avec des limites, tu peux pas tout faire. Il y a des trucs sur lesquels j'ai dit, je peux pas m'investir autant. En fait, c'est ça qui crée les connexions. Comme, on dit, comment tu construis un réseau? File des coups de main. Va faire, Quentin Adam, le CEO de Clever Cloud, disait toujours, va faire aider dans le Startup Weekend de ce week-end de ton coin si tu peux. Alors quand tu as une famille, c'est plus compliqué tout ça, mais qu'est-ce que tu peux faire pour aider la communauté? Ça peut être participer au jug de ton coin, le Paris Jug, le La Vague Jug, ranger les chaises à la fin, parler à des gens, prendre le temps de discuter et tout. Et en fait, c'est ça qui crée la matrice dans laquelle le moment où tu dis genre, ah tiens, je changerais bien de boulot. Moi, première personne que j'ai pingé sur LinkedIn quand j'ai dit je veux partir de Criteo, c'est quelqu'un avec qui, dans la boîte, était dans le même bâtiment que nous, avec qui j'avais sympathisé, et on avait discuté. Et en fait, les gens disent, j'ai pas le bon réseau. Je fais, le réseau, ça se construit en donnant. Ça se construit, ça se cultive. Par quoi je commence? Par le meet-up, le machin, le truc, faire une presse, se rendre compte que c'est compliqué, dialoguer avec les gens et tout. Donc ça c'est bien. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a une dernière question que je t'aurais pas posée, que tu aimerais que je te pose? On fait bien le tour là, comme ça. Qu'est-ce que j'ai raté? Les choses que on parle rarement de. Tu sais, les Américains disent, si tu t'es jamais planté une fois dans ta vie, comme ça. Ouais, si tu l'as un peu posé tout à l'heure en disant genre quand est-ce que tu t'es énervé, c'est peut-être ça les ratages, tu vois. T'as pas eu l'air de beaucoup t'énerver pendant l'heure et demie, non mais t'avais eu l'air plutôt de dire que t'avais plutôt réussi à garder ton calme. Chez Criteo, j'avais une petite réputation du mec qui dit non quand même. Alors c'est le rôle qui veut ça aussi, tu vois, responsable de la production et de faire en sorte que tout marche.
Les gens se rappellent plus souvent quand t'as dit non que quand t'as dit oui. Hein. Donc, tiens, pour la petite anecdote, j'avais eu le droit à ma petite icône Slack avec ma tête qui faisait non comme ça en animation. Ah, je l'ai gardé. Je suis très fier de cette image. Je l'ai récupérée, je l'ai remis dans le Slack de résidence. Je suis hyper fier. Mais voilà, tu vois, donc c'est ça les limites que t'as pas fait, les gens que t'as pas su récupérer ou que t'as pas su aider à franchir les barrières, tu vois, professionnelles ou dans leur vie, machin. Mais voilà, je pense que j'ai eu un impact en 20 ans qui est globalement positif et je trouve ça déjà vachement bien. Top. Bon, allez, tu fais quoi? J'en rajoute une petite dernière. Vas-y. Qui sera un petit clin d'œil à notre off-record ou qui sera dans le on-record. Est-ce que j'ai bien prononcé ton nom de famille? Ah, sujet compliqué, mon nom de famille. Donc oui, mon nom de famille, c'est bien Ringer. C'est un nom qui vient de la Lorraine germanophone. Il y a un village qui s'appelle Elrin là-bas. Et c'est une région qui n'a pas arrêté de changer de pays et de langue. En particulier, mes grands-parents, les parents de mon père, sont nés à l'époque où la région était allemande. Donc ils ont appris l'allemande. C'était leur langue maternelle à l'école. Mon père, né en 49, donc 4 ans après la guerre, pareil, sa langue maternelle, c'est l'allemand. Il apprend le français à l'âge de 6 ans en allant à l'école, donc c'est compliqué. Et donc, pourquoi Ringer et pas Hellringer ou toute autre variation? Parce que mon grand-père était très, très fier, volontaire d'être réintégré français. Il a dit, donc, on est français, on prononce ça correctement à la française. Et donc c'est devenu le Ringer, avec le E très, très prononcé, qui était important pour lui. Pour moi, ça l'est moins, mais voilà, c'est un respect de l'histoire de cette famille. Et de la famille. Ouais, un petit peu. J'en fais pas un grand cas d'école, mais c'est cool quand même. Ok, et ben écoute, on terminera sur cette petite note généalogique et historique, et je te remercie d'être... à moins que tu aies un... Non, merci beaucoup à toi, Pierre, de m'avoir invité. C'était très sympa de discuter avec toi, de préparer ce podcast et puis de l'enregistrer à tes côtés. Eh ben, c'était plaisir partagé et merci d'être venu. Et on va suivre attentivement les évolutions du produit Résilience et tout ce qu'il y a dans votre roadmap. Merci. À bientôt. L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, c'est le moment de prendre 2 ou 3 secondes de plus pour 2 ou 3 clics. Un petit clic pour un pouce bleu, ou un petit clic pour un partage aux copains, ou un petit clic pour vous abonner et ne pas rater le prochain épisode. À très bientôt.